Il est 10 h ici à Paris, c'est l'heure de prendre son temps dans Parlons-en et aujourd'hui on parle intelligence artificielle et révolution technologique. Les Européens se sont engagés à Bruxelles hier à plus de solidarité face aux cyberattaques qui se multiplient à quelques mois d'un scrutin majeur. Sommes-nous aujourd'hui acteurs ou victimes de cette révolution technologique ? Vous, moi, nous, collectivement, savons-nous lire correctement ces bouleversements majeurs qui redistribuent les cartes du pouvoir de notre monde, qui de TikTok ou du régime chinois est le plus fort? Comment pouvons-nous résister à la guerre informationnelle? Comprenons-nous les machines, les applications que nous utilisons tous les jours? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui avec la chercheuse Asma Mala. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Et Guillaume Gralet du Point et de Tech24, bien sûr. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Asma Mala. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, entre autres choses, enseignante aussi à Polytechnique, spécialiste de la tech et de l'intelligence artificielle. Vous signez cet essai technopolitique au Seuil qui a comme sous-titre Asma Mala, comment la technologie fait de nous des soldats. Alors quand on passe dans une librairie devant votre livre, évidemment, on a nos yeux qui sont happés par ce sous-titre. Pourquoi sommes-nous des soldats? Sommes-nous vraiment en guerre et contre quoi? Et laquelle? Oui, en fait, l'idée, c'était d'essayer d'expliquer au plus grand nombre, et c'est vraiment, et j'insiste, pas du tout un livre d'experts. Je refuse absolument cette étiquette qui est un peu le gris, ronflant, le piédestal, pas du tout. C'est vraiment un objet politique, même une espèce d'anti-manuel de survie d'une certaine façon pour donner les grilles de lecture et les clés de lecture. Et ce sous-titre-là, c'était l'idée de vulgariser, de décoder pour le plus grand nombre des éléments un peu invisibles qu'on ne voit pas. Et le sens, c'était d'essayer d'expliquer pour tout le monde que la technologie contemporaine, c'est-à-dire ça peut s'appeler intelligence artificielle, générative par exemple, ça peut s'appeler réseaux sociaux, ça peut s'appeler les implants cérébraux Neuralink de Elon Musk, ça peut s'appeler cyberattaque, ça peut s'appeler guerre informationnelle sur les réseaux. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais toutes ont un point commun, c'est qu'elles sont en lien entre elles, elles font système, et que surtout elles sont duales. C'est-à-dire qu'elles sont dans le même temps civiles et militaires. Ce que vous avez dans la poche, Pauline, qui s'appelle un smartphone, où vous avez téléchargé plein d'applications perso, vos réseaux sociaux, le shopping, vos influenceurs ou influenceuses que vous adorez. Non, moi j'ai que des applications de travail, de presse, bien sûr. Bien sûr. Et donc tout ça fait qu'en fait, c'est hyper ludique, hyper pratique parfois. Et en même temps, ça peut devenir une arme de guerre invisible. Et dans le champ un peu plus militaire, on va appeler ça les nouvelles conflictualités cyber-hybrides. Et les soldats que nous sommes, mais on va bien sûr le développer largement, vous dites que nous avons une arme, et notre arme, mais notre âme aussi d'ailleurs, c'est notre raison. C'est quelqu'un qui mobilise sa responsabilité comme acteur, écrivez-vous, de cette guerre invisible qui est permise par cette technologie, dites-vous, de l'hypervitesse. On va prendre un exemple très simple, si vous le voulez bien, Asma Mala, qui a directement touché la rédaction de France 24 il y a quelques semaines. Un deepfake, une vidéo truquée grâce à l'intelligence artificielle qui a détourné un journal d'un confrère, un de nos confrères adorés, Julien Fanchouli, pour lui faire dire il y a quelques semaines donc qu'Emmanuel Macron aurait pu être la cible d'une tentative d'assassinat lors d'une visite en Ukraine. Un deepfake donc qui a été diffusé sur des sites de propagande pro-russe. On va regarder d'abord le deepfake en question. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français, qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Selon la source, selon l'idée des dirigeants ukrainiens, l'attaque aurait dû attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'Ukraine et permettre une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont prévu de rejeter la responsabilité de l'attaque du président français du côté russe pour accuser le pays de méthodes terroristes de guerre.
Voilà, donc ça c'est la vidéo, donc quelqu'un qui filme une télévision et cette vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Notre consoeur du vrai ou faux de France Info, Anaïs Kroutz, a rencontré Julien Fanchouli, qu'on embrasse bien sûr tendrement, et il lui a expliqué comment les choses se sont passées. J'ai eu beaucoup de messages de partout, de Twitter, des textos de proches, m'alertant donc de cette vidéo. Je n'ai jamais dit ça à l'antenne. Ils ont modulé ma voix, ils ont fait un synthé qui n'existe pas dans notre typologie, et ils ont rajouté des images qu'on n'a jamais diffusées à l'antenne. Donc c'est même pas un extrait de notre journal télévisé, c'est une séquence inventée et pipotée. C'est en fait un deepfake, une vidéo truquée grâce à l'intelligence artificielle. Plusieurs détails peuvent interpeller. D'abord, la mauvaise qualité de l'extrait. Surtout, le mouvement des lèvres ne correspond pas vraiment aux mots prononcés. Des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes... Et certaines formulations font plus penser à une traduction automatique qu'à un journal télévisé. La responsabilité de l'attaque du président français du côté russe pour accuser le pays de méthodes terroristes. Voilà, merci à nos confrères du Vrai ou Faux qui ont réalisé ce reportage. Nous a rejoint pour cette discussion Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Faut-il vous présenter, visage bien connu des téléspectateurs de France 24. On vous retrouve tous les vendredis dans Tech 24 et vous êtes aussi en charge des nouvelles techno au point, qui a consacré d'ailleurs un format spécial, un grand format à l'IA. Guillaume, le deepfake, c'est pas nouveau. Il y a des milliers d'exemples récents. Là, bien sûr, il nous touche quasiment personnellement, donc on s'en est particulièrement inquiété. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant avec Asma Malas, ce qui est intéressant, c'est qu'il interroge. Cette réalisation-là, elle est assez bas de gamme, mais elle interroge sur notre capacité à raisonner vis-à-vis de ces objets. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des armes de manipulation massive, et ce qui est assez frappant, on le voit bien d'ailleurs dans votre livre Asma, c'est qu'il y a besoin de moins en moins de données, c'est-à-dire des outils comme Agent par exemple, un logiciel qui est accessible à tous, vous permettent en quelques secondes d'enregistrement de vous faire parler n'importe quelle langue, vous faire dire exactement ce que vous voulez avec votre timbre de voix. C'est une démocratisation qui peut effectivement faire peur, et il faut vraiment s'armer à développer notre esprit critique pour véritablement démêler le vrai du faux. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça nous enjoint, nous tous, évidemment pas que les journalistes, citoyens du monde, à être extrêmement attentifs, à douter, sans le pousser trop loin non plus, mais ça interroge notre capacité à raisonner. Et en fait, on reboucle toujours sur ce fameux sous-titre. Et en fait, si je devais trouver une espèce de punchline rapide, c'est que ces technologies, qui en fait sont à bas coût, qui démocratisent, qui en fait industrialisent le faux, mais de façon pratiquement native. On n'a même plus besoin, si vous voulez, de prendre une information et de la manipuler. On peut créer du faux de bout en bout. Récemment, la Viginum, qui est l'agence française en fait, en charge de débunker, de trouver, d'identifier les campagnes d'ingérence étrangère, avec une focale en ce moment sur la Russie évidemment, a communiqué sur une opération mais vraiment d'envergure russe qui s'appelle Portal Combat, où vous avez tout un tas de sites miroirs, de faux sites, de faux articles. Et en fait, ça vous crée des univers de faux de bout en bout. Et aujourd'hui, on arrive encore à identifier, c'est-à-dire, ce n'est pas parfaitement sans couture, l'expérience. On l'a vu dans le reportage. Mais en fait, ces technologies vont se sophistiquer. Donc, ça va être de plus en plus dur d'identifier, et d'identifier surtout en temps et en heure ce faux-là. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, la militarisation de la démocratie. C'est-à-dire que tout d'un coup, n'importe qui, n'importe quoi, pour n'importe quelle fin, peut devenir manipulé ou manipulable. Ouais. Et ce qui était très intéressant, simplement, c'est qu'on est quand même dans une année 2024 qui est fondamentale, parce que la moitié de l'humanité est appelée aux urnes. On connaît maintenant cette fameuse, ce fameux repère. Mais surtout, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé en Argentine ? Qui a été une espèce de labo de ce qui est en train de se jouer et qui risque de nous attendre. C'est pas tant la perfection de l'outil, finalement, on s'en fiche, que ce soit crédible ou pas, que la bouche soit alignée ou pas, que la traduction soit parfaite ou pas. Ce qu'on a vu en Argentine, c'est que il suffisait simplement que ces informations-là et ces outils-là deviennent un support de la colère. Et c'est ce qu'on a appelé en Argentine le cheap fake. Même si c'est cheap, même si ça paraît totalement imparfait et même en fait complètement bidouillé, ce qui compte, c'est la viralisation de la haine et de la colère du camp d'en face. Ouais, et la question, l'Argentine, j'imagine que vous parlez de la campagne électorale et de l'élection de Javier Milei. Guillaume, la question qu'on se pose, c'est on était ces dernières années sur la question qui était est-ce que tenter de débunker
Bernanke de ramener de la raison, est-ce que c'était vain puisqu'on sait que sur les réseaux sociaux, on ne convainc que les gens qui pensent comme nous? Je voudrais pas prêcher contre ma paroisse, mais est-ce que là, par rapport à ce que vient de dire Asma Mala, c'est trop tard? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une polarisation qu'on a observée dans les réseaux sociaux qui, au départ, était un porte-voix des opprimés, mais qui, en réalité, s'est révélé être un outil de manipulation. C'est-à-dire qu'en plus de cette démocratisation dont on parle, des outils de plus en plus faciles, accessibles à tous, eh bien, on a une personnalisation. On l'avait bien vu dans le scandale Cambridge Analytica, que vous rappelez dans le livre, c'est-à-dire qu'à travers 100 clics, 100 likes sur Facebook, on savait exactement votre genre, votre âge, la composition de votre famille. Voilà, le graphe social, la composition de votre famille, pour qui vous vous penchiez politiquement et surtout contre quoi vous étiez en colère pour mieux vous manipuler. Or, effectivement, avec des outils d'intelligence artificielle comme les deepfakes, on va pouvoir s'adresser à vous, en réalité créer des deepfakes sur mesure pour vous manipuler et effectivement, c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on est assez aujourd'hui, je pense à la génération de mes enfants par exemple, qui savent extraordinairement bien utiliser ces machines, ces outils, ces applications, mais qui sont pas vraiment éduqués, ni au codage, ni un peu à la marge, mais elles ne sont pas éveillées par exemple à la recherche d'une source, de la fiabilité d'une source. Est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on forme assez les générations du futur sur ces enjeux-là? Est-ce qu'il y a des initiatives ou une prise de conscience? Oui. Vous avez des formations, éducation aux médias dans les écoles, les lycées, etc. Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu? Non. En janvier dernier, là, janvier 2024, il y a eu le fameux discours d'Emmanuel Macron qui nous expliquait qu'il allait interdire ou qu'il voudrait bien interdire les écrans. Mais c'est un anachronisme et c'est vraiment ne pas avoir compris l'époque, pardon. Et politiquement, c'est un non-sens total. En fait, on est dans une période de transition. On est en train de changer de siècle, peut-être même de civilisation, et il va falloir qu'on accompagne ça, non pas en interdisant, parce que le coercitif et le vertical ne fonctionnent plus, parce qu'on est sur une viralité, une horizontalisation d'à peu près tout. Et c'est pour ça que je parle en fait dans le livre d'hommes cognitifs humains, c'est-à-dire qu'il va falloir que chacun prenne en main la compréhension des enjeux, mais sans culpabilisation. C'est pas notre faute, c'est pas, vous savez, c'est souvent le parallèle que je fais avec la crise climatique. En 2015-2016, on nous expliquait que, en fait, pour résoudre le truc, c'était les pailles en bambou et les couverts en bois. Non, et que c'était notre faute. Non, c'est un problème systémique, c'est un enjeu systémique et global. Et ça, c'est absolument fondamental de le comprendre. Pour être un soldat citoyen, il faut être éclairé, dites-vous, Asma Mala, savoir de quoi on parle, où se situe le pouvoir aujourd'hui, dans quoi finalement on baigne, nous, petits poissons, dans cette guerre technologique. Il se partage, dites-vous, entre des acteurs publics super puissants, des super-États, au premier rang desquels les États-Unis et la Chine, et des acteurs privés que vous appelez les big tech. Expliquez-nous quel est l'équilibre des forces selon vous aujourd'hui? Alors, les big tech, c'est pas un mot que j'invente, hein. C'est la terminologie pour, si vous voulez, désigner les acteurs technologiques ou les géants technologiques américains ou chinois. Et moi, exemple, Meta, Amazon, Alphabet, TikTok, Google, toute la galaxie X-Corp de Elon Musk, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus qualitatif, parce que ce n'est pas que des indicateurs quantitatifs, et j'insiste là-dessus dans le livre. Vous allez retrouver OpenAI et Sam Altman, qui ont sorti, par exemple, toute la série des ChatGPT et des GPT. Donc il y a ces big tech. Exactement, mais en big state. Exactement, et c'est les big states. Et les big states, de la même façon, ce sont des États qui en fait vont être complètement nourris par les acteurs technologiques comme instruments de puissance et de projection de puissance. Et en fait, ça rappelle d'une certaine façon, et pardon pour ce petit détour très historique, le XVIe siècle. Et au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on avait comme doctrine politique? C'est fondamental à avoir en tête, parce qu'on n'invente pas grand-chose au final. Ça s'appelait le mercantilisme. Et le mercantilisme, c'était ces empires, c'était des empires, c'était le démarrage des vagues de colonisation. Et en fait, il y avait une double détente. C'était une politique à double détente. Un extrême protectionnisme de nos frontières, c'est exactement ce qu'on observe. Le repli sur soi, la réindustrialisation, la relocalisation, l'IRA, l'Inflation Reduction Act des États-Unis, qui a vraiment mis l'Europe en hystérie totale. Et en même temps, une puissance d'hégémonie, de puissance et de contrôle de l'extérieur, donc du monde. Et c'est vraiment cette double temporalité, cette double action, cette double dynamique qu'il faut avoir en tête et qu'on retrouve complètement aujourd'hui avec ce continuum, cette continuité des relations ambivalentes, j'insiste, ambivalentes. Elles sont pas, c'est un peu de je t'aime moi non plus entre les big states et leurs géants technologiques. Et vous remarquerez, et ça c'est vraiment important parce qu'on est en Europe finalement et on est même en France, ici, là, tout de suite,
qu'il n'y a que les big states qui ont réussi à faire éclore des big tech. Et ça pose la question de la souveraineté. Sont dans les choux ? Quand même, oui. Alors ces Européens, c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, ils ont, et ça faisait des semaines qu'on en parlait, ils ont mis en place ce projet de nouvelle législation sur l'intelligence artificielle qui s'appelle, je ne vais pas y arriver, l'Intelligence Artificielle Act, voilà, c'est plus simple, qui vise à mieux encadrer ces nouvelles technologies. On va regarder les enjeux de cette législation et on se demandera ensemble après, si vous le voulez bien, si c'est vain, si c'est la manifestation justement du fait que les Européens sur ces questions-là tentent de maîtriser un outil qui n'est pas entre leurs mains précisément. C'est Alice Broga qui nous raconte ça en images et on en parle juste après. A waterfall in the jungle. Elle est capable de créer des vidéos sur demande, de déchiffrer des manuscrits vieux de 2000 ans ou encore de reproduire au téléphone la voix de Joe Biden pour passer de faux appels aux électeurs américains. L'intelligence artificielle révolutionne les usages et suscite de nombreuses craintes sur les dangers qu'elle représente pour les démocraties. Face au manque de garde-fous, l'Union européenne veut se doter de la première réglementation internationale au monde. Le texte prévoit une série de règles pour l'utilisation de l'IA dans des domaines jugés sensibles, comme l'éducation, les infrastructures critiques ou le maintien de l'ordre. Dans ces domaines, un contrôle humain sur la machine sera obligatoire, ainsi que la mise en place d'un système de gestion du risque. Autre mesure forte, certains usages de l'IA seront interdits, comme les systèmes de notation citoyenne ou de surveillance de masse et l'identification biométrique à distance dans les lieux publics. Nous avions un objectif, élaborer une législation qui garantirait que l'écosystème de l'intelligence artificielle en Europe se développe selon une approche centrée sur l'humain, dans le respect des droits fondamentaux et des valeurs européennes. Le projet de règlement vise aussi à mieux réguler les intelligences artificielles dites génératives, c'est-à-dire capables de produire du contenu sur simple requête, comme ChatGPT, au fort potentiel de désinformation. Avec le règlement européen, les entreprises qui les développent devront faire preuve de plus de transparence sur les algorithmes et les bases de données utilisées, mais aussi mieux respecter les droits d'auteur. Approuvé à l'unanimité par les États membres, le texte doit à présent être validé par le Parlement européen lors d'un vote prévu début avril. Voilà, Guillaume, on voit bien que les Européens, depuis des mois, s'agitent et tentent, voilà, illustration avec cet acte censé réguler l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, effectivement, on manque de géants. On a des talents. On a des talents en Allemagne avec Aleph Alpha. On en a en France avec Mistral, une communauté du libre qui est très importante. Mais effectivement, les créateurs de Mistral AI, une 30-35 personnes extrêmement brillantes, citées en exemple dans le monde entier, expliquent bien qu'il ne faut pas qu'on s'aborde uniquement en s'intéressant. On ne prend pas les choses dans le mauvais sens. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être dangereux, exactement encourager. Alors que nos chercheurs, très rapidement en France, sont extrêmement bien reconnus. Donc ils disent qu'ils ont besoin de commandes publiques, ils ont besoin davantage de financement. Mistral a été en grande partie, même s'il y a des fonds européens, des capital risques européens, étaient obligés d'aller chercher aux États-Unis un financement pour avoir une conquête planétaire. Donc il faut avoir ces financements européens pour garder notre souveraineté. On voit bien à quel point c'est clé pour garder notre liberté. On le voit également dans les puces électroniques, dans les supercalculateurs, où on manque encore un petit peu de géants. Et puis aussi peut-être préparer les combats à venir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais un certain Elon Musk, qui fait énormément parler de lui, beaucoup trop, eh bien, il a ce fameux projet Neuralink. Il explique que pour que l'homme résiste à l'intelligence artificielle, il faut lui greffer ni plus ni moins qu'une puce dans le cerveau. Ça doit poser énormément de questions. Il faut se préparer notamment à protéger, c'est l'UNESCO qui le dit, nos neurodroits. Ouais, on fait une petite parenthèse sur justement ce projet d'Elon Musk. Il est intéressant. Lui, il dit, Elon Musk, qu'on est pas capable, nos cerveaux ne sont pas capables de lutter contre ces machines qu'il a d'ailleurs lui-même participé à créer. C'est intéressant, c'est quand même un serpent qui se mange la queue. Vous, ce que vous dites, c'est que précisément l'inverse, nous sommes évidemment capables, encore faut-il, être formés, être documentés, être éduqués. Alors la question de Neuralink, c'est de la prospective pour l'instant. Ce qu'il a fait, ce qui est mise en expérimentation sur l'humain, puisqu'il vient de recevoir l'agrément de la FDA pour commencer les expérimentations humaines. L'administration de régulation de la santé américaine. Ouais, Drug Administration. Médicaments. Exactement. Donc il a reçu cet accord-là.
ce sont des technologies qu'il a privatisées, mais qui existent déjà. On en a au CEA de Grenoble, dans la recherche publique en France. Enfin, il faut vraiment, et c'est un peu un des fils directeurs de mon livre, toujours faire la démystification du marketing et du narratif de la Silicon Valley. Et donc, une de ces parties, c'est de dire les grandes intelligences artificielles, les super intelligences, celles qui vont dépasser la cognition humaine, donc qui vont avoir une conscience d'elles-mêmes, qui vont se retourner contre l'humain. Bon, tout ça, pour l'instant, c'est de la narration, c'est de l'imaginaire, c'est du fantasme. Aujourd'hui, on est sur des outils plus ou moins sophistiqués, avec des fiabilités relatives d'ailleurs. Il faut faire très attention à ça. La vraie question sur Neuralink, c'est en fait la privatisation de ça, et donc tout d'un coup la fracture. C'est-à-dire que vous serez peut-être en mauvaise santé, parce que c'est toujours le premier argument présenté. D'ailleurs, c'est pas tellement les super IA, c'est d'abord les questions thérapeutiques, Parkinson, Alzheimer, etc. C'est là-dessus, en fait, où... et donc, pauvre et malade, ou pauvre et riche, et donc il va falloir choisir. On a un énorme sujet de fracture sociale. Bien sûr. Et puis surtout, Pauline a raison de parler de cette ambiguïté, c'est-à-dire que Elon Musk, il parle à la fois de raisons thérapeutiques, il cite Alzheimer, il cite Parkinson, mais il explique aussi que ça doit permettre à l'homme de résister à l'intelligence artificielle, et c'est là où je pense que c'est extrêmement dangereux, et il faut faire très attention. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'un des objets du livre aussi, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'équilibre des forces entre ces géants de la tech, pour le dire simplement, et ces big states, au premier rang desquels on le disait, la Russie et la Chine. Moi, la question qui m'intéresse, c'est qui se sert de qui aujourd'hui ? Qui de TikTok ou du régime chinois, par exemple, est le plus puissant, le plus fort ? Est-ce qu'il y en a un qui a dépassé l'autre ? Moi, je pense que ce sont vraiment ce qu'on appelle de la coopération-concurrence. Alors, il y a deux cas. Prenons le cas TikTok, mettons, pour vraiment illustrer le propos. C'est un cas qui est hyper intéressant, parce que vous avez la maison mère Douyin, qui est donc en Chine, qui a en fait un algorithme et même un usage d'Internet qui est complètement sous contrôle. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir accès à un certain nombre ou vous n'avez accès qu'à un certain nombre d'heures ou de minutes en fonction de votre âge, et en particulier pour les mineurs. Donc, il y a une vraie, disons, conscience ou une protection de leurs jeunes de plus en plus, qui ont évidemment eux aussi une énorme addiction aux écrans. Donc ça veut dire que le PCC en Chine a une conscience, le Parti communiste chinois, absolument, a une conscience en fait des effets potentiellement délétères sur une forme d'attrition cognitive des jeunes quand ils sont surexposés aux écrans. Et TikTok, dont on a dit que l'un des projets, c'est quand même de bétifier la jeunesse mondiale. Parce qu'à l'inverse, TikTok, qui est donc la projection vers l'Occident de ce réseau social-là, lui, en revanche, est aujourd'hui accusé par l'administration américaine. Encore faut-il trouver le chemin de droit, donc les preuves. Mais en tout cas, il y a une accusation et ils sont vent debout en disant que, 1, c'est un outil de cyberespionnage, 2, d'ingérence et donc de manipulation. On en a parlé en première partie d'émission. Et enfin, une sorte de arme biologique, je cite et je prends des guillemets, mais arme biologique pour abêtir les jeunes générations occidentales qui sont en fait les futurs citoyens et qui seront complètement ouverts aux manipulations. Ils seront fin prêts, d'une certaine façon, le jour où on aura besoin de les activer. À moins que ces générations, et on en revient toujours au même sujet, soient éduquées correctement et formées correctement pour savoir où elles mettent les pieds et dans quels enjeux elles se trouvent. Ces big tech, et c'est une question aussi très intéressante, Guillaume, ce sont des groupes privés. Par essence, arrêtez-moi si je me trompe, le but de ces entreprises, c'est de faire de l'argent. Oui, c'est pas des ONG, ouais. Voilà, non. Ouais. Mais est-ce qu'il y a effectivement une espèce de zone grise où se mêle l'intention mercantile et un projet qui serait quoi, politique, sans faire du conspirationnisme? Oui, il y a clairement un projet politique, on le voit bien dans votre livre Asma, mais je distinguerais peut-être un tout petit peu la situation en Chine de la situation des États-Unis, où effectivement en Chine, on a vu des créateurs d'entreprises devenir extrêmement puissants, mais lorsqu'ils commençaient à remettre en cause le pouvoir de Pékin, notamment, je pense à Jack Ma chez Alibaba, tout simplement disparu. Certains patrons ne savent pas du tout ce qu'ils sont devenus, je pense que c'est peut-être encore pire que ça, et effectivement, il n'a pas le droit de parler aux médias, il n'existe plus. C'est moins le cas aux États-Unis, où on utilise le soft power, et on explique aussi, beaucoup d'analystes expliquent ça, que ces big tech restent aussi puissantes, ne sont pas sous le coup d'un antitrust, ne sont pas démantelées, comme ça a été le cas pour les compagnies pétrolières au cours du XXe siècle, parce qu'elles représentent un intérêt, notamment face aux Chinois. De soft et de hard power. Starlink en Ukraine, la demande d'envoyer des Starlink à Gaza, c'est du hard. Ce n'est pas simplement ChatGPT ou Palantir en Ukraine, c'est du matériel. C'est-à-dire, en fait, ce sont des pourvoyeurs sur les questions militaires, par exemple, de logiciels, d'outils aux armées, et notamment à l'armée américaine. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. Et tout à l'heure, je parlais d'ambivalence. Et c'est vraiment une focale très importante, et vous avez absolument raison, Guillaume, de pointer ce sujet-là en particulier. C'est-à-dire que
En Chine, les big tech chinoises qu'on appelle les BATX sont en fait mis au pas, et notamment par des disparitions ou par la loi, par des amendes faramineuses, des réglementations parfois de plus en plus strictes, etc. Côté américain, c'est beaucoup plus ambivalent. Sur les questions de projection de puissance, ce sont des bras armés technologiques américains de façon assez claire. Et le silence de Elon Musk sur le Proche-Orient est de toute façon symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'il a pris plein de prises de parole sur l'Ukraine, sur Taïwan, pas sur le Proche-Orient. Donc en fait, sur les sujets ultra sensibles, Musk s'aligne plutôt, ou en tout cas n'est pas tellement plus ou tellement en roue libre, ou aussi en roue libre qu'on pourrait le croire. Mais sur les questions de réseaux sociaux, de désinformation, de polarisation, là vous avez une tension entre l'administration américaine et les réseaux sociaux. Meta, il y a eu 40 États qui ont porté plainte, les auditions ultra musclées, X Twitter, où à un moment donné Biden avait mis l'organisme des investissements étrangers pour mener une enquête. Donc en fait, il y a une ambivalence où c'est vraiment une forme de codépendance, parfois un peu toxique, parfois très antagoniste et parfois plutôt complémentaire. L'intelligence artificielle, je vous en avais dit 2 mots, ça sera le sujet de la deuxième partie de l'émission. C'est un outil de rêve, si j'ose dire, pour les régimes totalitaires. On en parlait encore hier matin. Le nombre d'opposants russes qui ont été arrêtés pour s'être rendus aux obsèques de Navalny est repéré par des caméras de reconnaissance faciale. Mais les démocraties aussi en usent. Vous évoquiez à l'instant l'Ukraine, vous évoquiez aussi Gaza. Et ça, on le doit notamment à des ONG israéliennes qui ont dénoncé l'usage massif d'algorithmes sur l'enclave palestinienne. On va faire une courte pause, Guillaume Gralet, merci beaucoup, vous restez avec nous, Asma Mala aussi. On fait une courte pause et on se retrouve pour parler de cette IA dans la guerre qui là aussi challenge nos démocraties, notre rapport aussi au conflit et à la géopolitique. On se retrouve dans 4 minutes pour la suite de Parlons-en. À tout de suite. À France 24, suivez nos chroniqueurs internationaux, Bruno Darro, Gauthier Ribinski et Armel Charrier. De la rédaction à nos plateaux ou en direct, ils se tiennent prêts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser les événements mondiaux. Nos experts décryptent, pour vous, les plus grands sujets d'actualité. Ils interviennent lors d'éditions spéciales et partent au plus près de l'information. Suivez le direct, suivez l'actu, suivez France 24. Liberté, égalité, actualité. 10h30 à Paris, c'est la suite de Parlons-en. On a encore beaucoup de choses à se dire. Avec vous, Asma Mala, rebonjour. Bonjour. Et merci encore d'être là. Je redis le titre de votre livre dont on parle ce matin, entre autres choses, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, qui est sorti au Seuil. Et Guillaume Gralet, vous êtes encore avec nous, bien sûr. Tous les vendredis dans Tech 24 et on vous lit dans Le Point aussi. Juste avant la pause, on abordait un sujet qui nous dévie un petit peu du propos de votre livre, Asma Mala, mais qui est évidemment passionnant et très, très actuel. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre, qui challenge aussi le rapport de nos démocraties avec cet objet guerre. On va voir quelques enjeux de ce qui a pu se passer à Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Une ONG israélienne plutôt marquée à gauche a démontré au tout début de la guerre d'ailleurs que contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'utilisation massive de l'IA dans la guerre ne permettait pas que cette guerre soit moins meurtrière. Thibaut Franceschi va l'expliquer mieux que moi en images. L'armée israélienne affirme cibler des membres du Hamas à Gaza et pour y parvenir, elle utilise l'intelligence artificielle. Un logiciel en particulier, Gospel, suggère les cibles pertinentes pour une attaque après avoir collecté toutes les données de renseignement disponibles. L'outil calcule même le nombre de munitions nécessaires ou l'ordre jugé pertinent des attaques. C'est une première, l'armée israélienne ne cache pas son utilisation et une enquête du média de gauche israélien Plus 972 révèle comment cela fonctionne plus précisément. Rien que sur les 5 premiers jours du conflit, l'armée affirme avoir largué 6000 bombes sur Gaza et ce serait grâce à ce logiciel. Basé sur des témoignages anonymes, présentés comme ceux de membres anciens ou actuels des renseignements israéliens, l'enquête de Plus 972 affirme que si l'armée vise bien des membres du Hamas, elle est consciente du nombre potentiel de victimes civiles collatérales. Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée, que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper une cible. Nous ne sommes pas le Hamas, ce ne sont pas des missiles aléatoires, tout est intentionnel. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison.
Toujours dans cette enquête, certaines sources du renseignement critiquent l'utilisation de ce logiciel et parlent selon elles d'assassinat de masse. D'autres affirment que les cibles du Hamas visées sont parfois secondaires et que le nombre de victimes civiles acceptées pour une frappe serait passé de dizaines à des centaines par rapport aux précédentes opérations à Gaza. L'armée israélienne affirme avoir frappé 15 000 cibles sur les 35 premiers jours du conflit. Voilà pour ce reportage à propos de l'utilisation de l'intelligence artificielle spécifiquement là dans la guerre à Gaza, mais on en parlait juste avant la pause à Asma Mala. On la retrouve bien sûr aussi dans le conflit en Ukraine notamment. Et c'est très intéressant parce que ça montre que ça pose cette question, est-ce que la force aujourd'hui, y compris chez les armées des grandes démocraties, est du côté de celles qui possèdent ces outils de tech, d'ultra tech? Je cherche le bon mot, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Vous avez compris ma question. D'hypertechnologie. Est-ce que la force est là? La force est entre autres là. En tout cas, les IA et les intelligences artificielles à usage militaire, c'est ce qui cristallise la rivalité géostratégique aujourd'hui entre États-Unis et Chine, parce que c'est une question de suprématie militaire. Donc en fait, un rapport non pas aux autres, mais au temps. C'est le premier qui dégaine, le premier qui a l'information, c'est celui qui va avoir un avantage sur son adversaire ou sur son concurrent. Ça, c'est le premier point. Sur les IA aujourd'hui, dans les champs de guerre ou dans les conflits qu'on voit actuellement, vous avez deux sortes, si vous voulez, de modalités. La première, ce sont tous les systèmes algorithmiques que vous avez, si vous voulez, en système d'exploitation, en backup des opérations, disons, classiques, conventionnelles sur le terrain. Parce que on a finalement mis en données les champs de bataille. C'est-à-dire vous avez des capteurs partout, vous captez de la donnée partout. Mais la donnée en elle-même n'a pas tellement de valeur si vous ne la transformez pas par les systèmes algorithmiques en information stratégique, en scénario. Et c'est là où vous avez en effet d'ores et déjà de l'intelligence artificielle partout. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine a été un terrain d'expérimentation à échelle extraordinaire, notamment pour les technologies américaines. Et enfin, le cas israélien est hyper intéressant parce que là, Hasbora, qui est le logiciel Gospel, avait comme promesse d'identifier les zones de bombardement. Donc c'est le vieux fantasme de la frappe chirurgicale. Voilà. En fait, les intelligences artificielles sur le terrain, ce qu'on observe, c'est que ça devient des armes de destruction massive. Et si on projette, et sans contrôle politique, parce que c'était aussi des territoires qui étaient surquadrillés par la technosurveillance, et ça n'a pas empêché les attentats. Si vous n'avez pas l'intuition politique, si vous n'avez pas la finesse politique, si vous n'avez pas la prise de décision humaine à côté, vous passez quand même à côté. Ça pose la question fondamentale, et on en revient encore à cette force de la raison humaine vis-à-vis de la machine. Dans le cas de Gaza et de cette intelligence artificielle dans la guerre, l'outil propose des cibles, et on l'a vu, propose un nombre de cibles incroyables, mais ce n'est pas encore lui qui donne l'ordre de tirer. Ouais, tout l'enjeu là, c'est savoir qui a la décision finale. C'est pour ça que Microsoft, pour ne pas effrayer, vend son dernier logiciel en disant Copilot, c'est-à-dire que c'est vous qui restez le pilote. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce sont des armes aujourd'hui qui sont des armes asymétriques, c'est-à-dire qu'avec relativement peu de moyens, vous pouvez faire de gros dégâts chez votre adversaire, un petit peu comme dans les cyberattaques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se retrouve de manière très concrète au cœur d'un conflit entre la Chine et les États-Unis, via notamment des interdictions de vente. Si vous parlez avec le créateur de Nvidia, notamment Jensen Huang, qui lui-même est taïwanais, il se plaint, donc c'est un fabricant américain de supercalculateurs, c'est lui qui est un petit peu en hégémonie, un cours de bourse qui flambe en ce moment. Dans l'intelligence artificielle, il n'a pas le droit de vendre ses tout derniers outils à la Chine. C'est le cas de beaucoup d'entreprises américaines. On leur demande arrêtez de vendre des outils à la Chine, parce que sinon c'est la Chine qui deviendra plus forte que nous. C'est un petit peu l'effet Spoutnik des dizaines d'années après. Avec l'effet pervers, ce sont les restrictions à l'exportation, aux exportations donc de ces produits stratégiques, de ces actifs stratégiques américains. C'est parfaitement juste. Mais avec l'effet pervers que, parce que vous avez la volonté de bloquer le développement de la Chine à court terme, vous allez en fait augmenter son autarcie et son autonomie à long terme. Parce qu'en fait, elle va développer quand même ses outils. Et deuxième chose, pour arriver aux semi-conducteurs, en amont, il y a tous les terrains, gallium, germanium, graphite. Et là, le monopole, ou quasi-monopole, est en Chine. Soit en extraction, soit en exploitation. Et donc, en fait, on est en train d'une espèce de course à l'échalote avec une espèce de difficulté. Et les jeux ne sont pas faits d'une certaine façon.
Effectivement, on l'a vu sur le cas Huawei, qui était le plus gros fabricant d'équipements télécoms, aussi de smartphones. Alors effectivement, on l'a interdit de vendre. On a vu Washington faire le tour des capitales européennes en disant vous enlevez votre cœur de réseau des équipements chinois à Huawei, mais ça n'empêche pas du tout Huawei d'être très fort en Afrique notamment et de continuer à investir énormément en recherche et développement. Ces géants chinois continuent d'être en pleine forme. Pour revenir aux enjeux pour nos démocraties, moi il y a une question qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, très concrètement, un pays comme la France peut se retrouver dans une position où il va être client d'un big tech, d'un grand groupe pour des outils, par exemple, d'intelligence artificielle dans la guerre? Et est-ce qu'il va, par ailleurs, demander des comptes sur d'autres sujets, protection des données, etc., à ce même groupe? Et on en revient à ce problème d'imbrication, quoi, et de dualité entre ces démocraties et ces grands groupes. Il est là aussi. On revient toujours à la dualité. Ouais. Guillaume, vous voulez peut-être réagir ou j'y vais Allez-y. C'est une excellente question. Je crois que c'est un des cœurs du problème qu'on va avoir. Quand vous êtes un big state, États-Unis, Chine, ou d'une certaine façon, quand vous êtes un semi ou un aspirant big state, c'est-à-dire une puissance régionale, l'Inde, la Turquie, Israël sur le cyber, la Russie... Il n'y a toujours pas les Européens dans votre liste, non? Non. Nous, on n'a pas réussi pour plein de raisons structurelles. Le retard politique, la construction de l'Europe pour éviter les guerres fratricides. Enfin, l'idée... On a ASML. Exactement. Tout à fait. Mais l'idée, c'est pas du tout de se flageller, c'est simplement de constater. C'est-à-dire que c'est comme chez le médecin. Pour arriver à avoir la bonne médication, il faut savoir se faire mal et poser le bon diagnostic et ne pas se mentir. Donc aujourd'hui, la réponse la plus rapide, la plus pratique qu'on a trouvée, et du point de vue du signal politique, c'est important, je le dis, c'est à partir de 2019, l'arrivée de Thierry Breton, c'est de dire, OK, par la norme, le IA Act dont vous avez parlé tout à l'heure, DSA, Digital Service Act, Digital Market Act, Chips Act, tout ça... Le bouclier cyber aussi, ça en fait partie. Tout cet écosystème réglementaire, de coalition, de coopération, de fonds, etc., participe à une forme de ce que moi j'appelle une souveraineté normative défensive. Dire aux acteurs extra-communautaires, ces géants technologiques, chinois ou américains, peu importe, mais essentiellement américains d'ailleurs, au sein de nos frontières, vous allez respecter nos règles. Et pourquoi pas? Mais il nous manque la partie proactive, c'est-à-dire la partie industrielle. Voilà, donc pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, ça c'est pour les Européens. Pour cette relation que peuvent avoir donc un État et un grand groupe qui est très contradictoire. Je t'achète ce qui m'intéresse, mais tu ne fais pas ce que je ne veux pas que tu fasses. Comment on fait? Il y a un double problème, effectivement. Il y a le problème de la régulation qui prend malheureusement beaucoup de temps, qui a du mal à suivre la technologie, qui s'invente quasiment au quotidien. En ce moment, on voit une véritable accélération. Et puis effectivement, le manque de ces acteurs de soft power qui permettent de donner notre vision du monde. Lorsque vous parlez avec Arthur Mensch, donc le co-créateur de Mistral AI, il explique, moi je crée mon propre robot conversationnel, il en a créé un qui s'appelle Le Chat, parce que aujourd'hui, lorsque vous demandez à ChatGPT qui est l'inventeur de l'aviation, il va vous dire les frères Wright. Moi j'ai envie que quelqu'un me dise Clément Ader, pour montrer aussi une vision européenne des choses, et il est très important effectivement, Pauline, qu'on ait ces acteurs. Pour redescendre à notre niveau, à nous, humbles citoyens, que vous êtes peut-être plus éclairés que moi, mais que je suis, disons, et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet. De ce que je comprends de votre propos à ce moment-là, entre autres, c'est que le plus grand risque, c'est que collectivement, on abandonne cette révolution technologique parce qu'elle nous dépasse, parce qu'elle nous paraît trop compliquée, parce qu'on n'a pas les codes. Ce que vous dites aussi, pour ne pas sombrer dans un pessimisme très, très déprimant, c'est qu'il n'est pas trop tard. C'est qu'un homme libre est un homme qui essaie et qu'il y a encore des possibilités. Quelles sont-elles? Est-ce que tout passe nécessairement par l'éducation, par la documentation personnelle, par l'effort collectif? Ça passe par une prise de conscience, c'est-à-dire une repolitisation de la question technologique et la technique. Ça, c'est, pardon pour la référence, mais je vais quand même la faire. C'est Heidegger qui disait, en fait, l'essence de la technique n'est pas technique. Et en fait, l'essence de la technique est politique, parce que ces technologies-là sont des outils. Et la question, c'est pas de se dire... Et c'est l'erreur qu'on a faite collective. Et en fait, nous autres, alors les politologues, vous, les médias, etc., nous avons une responsabilité collective à faire prendre conscience de ces sujets en les prenant sous les bons angles. Et moi, ce qui m'a beaucoup chagriné ces 2 dernières années, c'est que très souvent, on s'est occupé, par exemple, ChatGPT, on s'est occupé de savoir quoi, alors l'impact sur le travail, la fin de l'humanité. C'est pas des petits sujets. C'est pas des petits sujets, mais c'est des faux sujets. Pourquoi? C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument faire le tri entre faux sujets et vrais problèmes. Les faux sujets, c'est les sujets de courage politique et de flemme politique. C'est des questions de politique publique.
si vous avez besoin de monter en compétence votre population active, de la former, de la reformer, de donner de l'argent à votre école, à votre recherche, ça dépend de vous gouvernement, de vous ministres, de nous collectivement, et on a ce qu'on mérite d'une certaine façon. On a aussi en démocratie quelque chose qui s'appelle le vote. Donc à un moment donné, c'est à notre main. Et c'est une décision politique, c'est une vision politique qu'on refuse d'avoir parce qu'en fait, on est sur du management de risque et qu'on n'a plus de classe politique aujourd'hui qui fait le job, en fait, qui arrive à avoir la vision de long terme. La France, dans 50 ans, c'est quoi ? Je ne sais pas. Non plus. On va pas demander à ChatGPT. Non, mais et ne pas le savoir, c'est grave parce qu'en Chine et aux États-Unis, on le sait en revanche. On sait où on va, a priori. La Russie aussi. Israël, pareil. Ouais. Mais nous, ici, on n'en sait fichtrement rien. On passe notre temps à suivre les autres et à essayer d'accompagner ça par de l'innovation réglementaire. Ça ne va pas suffire. Et de la compole, ça ne va pas suffire. Alors quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est une question de repolitiser. Repolitiser commence par une chose, comprendre en fait quels sont les enjeux. Et ça, c'est notre rôle à tous. Ce bouquin, tout à l'heure, je disais, je l'ai conçu comme un anti-manuel de survie. Je ne dis pas qu'il a une vérité absolue, mais il donne des clés. Comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire dans un monde qui est complètement en emballement total, et je parle d'emballement parce que c'est un peu ce phénomène un peu de burn-out collectif d'une certaine façon. Donc il faut en fait décélérer. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est précisément ce qu'il faut qu'on fasse, c'est décélérer parce que ça va trop vite. On décélère pourquoi ? Pour comprendre le nouveau système qui est en train de se construire, pour comprendre le 21e siècle qui est en train d'éclore dans une forme de chaos. Une fois qu'on a compris, on a le pouvoir. Et après, c'est un pouvoir collectif. C'est-à-dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on recompose des combats collectifs ? Ouais, Guillaume, le mot de la fin, c'est une responsabilité collective ? C'est une responsabilité collective. Et puis, tout simplement, pour essayer de reprendre un petit peu le moral, se dire que rien n'est interdit. Il y a des créateurs, je les cite aussi, parce que Hugging Face, qui ont créé une super communauté sur le partage. Ce sont des créateurs français et qui sont cités en exemple dans le monde entier. Peut-être on peut s'inspirer d'eux. Oui. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette conversation. Asma Mala, je rappelle, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. C'est le sujet de votre dernier livre qui vient de sortir au Seuil. Passionnant. Merci infiniment, Guillaume, d'être venu aussi sur ce plateau. Vous connaissez bien Tech 24 tous les vendredis sur France 24 et le dernier hors-série du Point sur l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux. Beaucoup. On a encore des choses à se dire.